Ciné-Sens témoignage. Au cœur de Nantes, niché rue des Carmélites, se dresse un lieu emblématique, le cinématographe. Inaugurée en 1908 dans une ancienne chapelle, elle devient la première salle de cinéma de la ville toujours en activité. L'accessibilité est une des préoccupations de longue date du cinématographe, avec une équipe sensibilisée à ces problématiques. Des événements dédiés à la déficience sensorielle ponctuent la programmation. Un nouveau cinéma accessible se dessine à l'horizon. Simon Indier, chargé des publics et référent handicap au cinématographe, nous présente les pratiques mises en œuvre par le cinéma. Je m'appelle Simon Indier, je travaille au cinématographe à Nantes. Je suis chargé des publics et référent handicap, notamment. Depuis quand le cinématographe est-il équipé ? Alors le système Fidelio, on s'est équipé en 2013. Ça répond à une double contrainte, le fait que le cinéma ne soit pas accessible au PMR en raison de certaines marches. Du coup, il y a eu l'accent de mise sur tout ce qui était accessibilité sensorielle. Et ça correspond aussi à la mise en place des agendas d'accessibilité programmés. Donc on s'est engouffré à ce moment-là vers le système Fidelio. Pourquoi avoir fait le choix de ce système plutôt qu'un autre ? La question de qu'est-ce que les personnes doivent amener en plus comme dispositif pour profiter de l'autodescription au cinéma, c'est une vraie question. Donc avec le Fidelio, l'avantage c'est qu'elles n'ont rien à apporter. Éventuellement un casque si elles ont un casque personnel, mais sinon elles n'ont rien à apporter. Donc ça c'était une différence. Et de fait, à l'avenir, pour le prochain cinématographe, le choix qui sera fait sera aussi celui plutôt d'émetteur-récepteur HF, et a priori polyvalent, pas spécifique au cinéma. Parce que le système Fidelio est quand même un peu branché en cabine avec des spécificités. Et il est plus maintenu aujourd'hui, donc voilà, ça pose des problèmes. Il y a un successeur là qui est arrivé, qui pose aussi pas mal de questions. On est sur quelque chose de tactile pour les personnes non-voyantes, c'est pas forcément l'idéal non plus. Donc voilà, il y a en tout cas le choix d'avoir un dispositif individuel un peu robuste et qui ne dépende pas d'une solution sur smartphone dont on sait qu'elle est parfois compliquée à mettre en œuvre. Il y avait je pense un choix. Alors, à l'époque, il y avait peu de choix de toute façon. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais en tout cas, le choix d'une solution qui n'est pas sur smartphone, je pense, serait encore le nôtre aujourd'hui. Julia Hervouet, projectionniste cinématographe, nous présente le fonctionnement du système Fidelio en cabine. Quelles sont les étapes de configuration des boîtiers pour la VI ? Du coup, nous on a un petit pad où là on sélectionne nos channels, nos salles. Nous sur de la VI, en fait, on a déjà des boîtiers qui sont présélectionnés. Et donc en fait, ils sont notés là. Et pareil, en fait, on a différents canaux parce qu'on a ceux-là qui sont préprogrammés pour de la stéréo. Et ceux-là, c'est du mono et du 5.1. Donc du coup, c'est tout bête. Faut juste appuyer sur Fidelio. Là, il attend qu'on lui mette un boîtier. Vu que c'est du VI, moi je sais qu'ils sont sélectionnés, mais on les vérifie toujours. Tac. Et donc là, auditorium, donc du coup c'est la salle, ça peut être changé. En fait, il faut que je fasse change. Et si j'en ai 5 salles, je choisis laquelle salle je veux. Et là, c'est pareil, c'est le channel. Donc celui-là, il est déjà préprogrammé comme ça. Nous, du coup, c'est Channel 2B pour le VI et on a des feuilles récap au cas où. Et donc, en fait, là, on vérifie qu'il est bon. Quand il est bon, on l'enlève. Comment le système peut-il s'adapter aux déficients auditifs ? C'est soit on a des boucles magnétiques individuelles, c'est-à-dire qu'on donne une boucle magnétique à chaque personne. Dans certaines salles, il y a des boucles magnétiques qui sont incorporées directement dans la salle. Et ça, en fait, c'est des personnes qui ont des appareils auditifs. Qui ont ce qu'on appelle le petit T. Et maintenant, les nouveaux appareils auditifs n'ont plus ce mode-là. C'est automatiquement inscrit dans l'appareil. Mais en tout cas, il y a encore des appareils où en fait, il faut qu'ils se mettent en mode T. Et du coup, la boucle magnétique envoie l'information directement dans leurs appareils auditifs. Et donc, ils n'ont pas besoin de casque et c'est même de meilleure qualité de toute façon. Quelle est l'organisation pour accéder aux fichiers adaptés ? On reçoit la copie DCP, voilà, il faut qu'elle ait les équipements adéquats qui soient présents sur cette copie DCP. Donc, ce qui nous intéresse là, donc une piste pour l'audiodescription, une piste pour le sous-titrage, donc ce qu'on appelle OCAP pour le sous-titrage ou SME, et VI pour l'audiodescription ou AD pour l'audiodescription, avec la subtilité des pistes HI qui existent très peu, là, qui consiste en un mixage spécial qui met les voix en avant pour les personnes malentendantes, mais qui vont, avec ce mix spécial, entendre mieux.
Donc ça c'est la théorie. En pratique, tous les films ne sont pas audio-décrits et ne sont pas sous-titrés, évidemment. Donc sur les films français, depuis 2020, c'est censé être obligatoire. On voit encore des queues de comètes de production qui ne le sont pas parce que c'est des productions antérieures. On voit encore des distributeurs qui ignorent que c'est une obligation légale. Donc c'est pas si simple que ça. Et de fait, il y a beaucoup de films qu'on passe qui sont pas accessibles en termes sensoriels. Et puis après, l'étape d'après, c'est d'avoir l'AKDM adéquate si le DCP est crypté. Et des fois, les DCP sont nommés, mais ils n'ont pas la piste de description alors qu'elle est annoncée. Enfin là, il y a tout un cheminement qui, alors ça peut paraître anecdotique, hein, ça s'arrange de plus en plus parce que l'obligation fait que c'est de plus en plus fréquent, mais on voit encore des DCP qui nous obligent à choisir entre la version OCAP et la version VI par exemple, les deux ne sont pas sur le même, donc on doit choisir entre deux types de handicap si on a une double demande. Et ça peut paraître anecdotique, mais c'est assez important parce qu'en fait, quand on sait très bien que la communication, c'est un peu le nerf de la guerre pour faire venir les publics quels qu'ils soient. Et quand on a l'information, y compris dans les bases de données du CNC, comme quoi le film est accessible, et qu'après, concrètement, quand on reçoit le film, finalement, il ne l'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise déclaration à un moment. Bah voilà, on a communiqué en amont, on a peut-être trouvé des publics pour venir, et puis ça peut être très déceptif et du coup très contre-productif par rapport à ça. Les employés sont-ils formés aux questions d'accessibilité ? Alors dès le début, il y a eu une séance test qui a été organisée avec des personnes concernées, donc principalement des personnes non-voyantes. Et après, effectivement, mes collègues en cabine ont été formés et se sont formés après pour mettre en place cet outil-là. Oui, tout à fait. On sait que la partie accueil, elle est fondamentale dans cet aspect de diffusion des connaissances et de rendre accessibles les outils. C'est une composante qui est vraiment pas négligeable. Donc ouais, c'est quelque chose sur lequel on travaille un peu et on devrait travailler encore dans les années à venir. Ouais, tout à fait. Quel choix faites-vous pour programmer les séances STSME ? Alors il y a deux postures par rapport à ça. Ça a un peu évolué depuis. On essaye maintenant d'avoir des séances sous-titrées de manière un peu systématique, au moins sur certaines séances quand le film est programmé plusieurs fois. Et après, à la demande, il y a eu des demandes un peu au début, et puis après, ça s'est un peu tassé. Donc c'est aussi pour ça qu'on est revenu sur cette logique de sous-titrage systématique, qui a aussi un enjeu, hein, c'est-à-dire voilà, une personne devrait pouvoir venir sur n'importe quelle séance, et il n'y a pas devoir le demander, ça rajoute une étape supplémentaire dont on sait qu'elle est jamais facile à passer. Voilà, idéalement, il faudrait tendre vers un sous-titrage systématique de l'ensemble des séances. Voilà, après, il faut aussi avoir en tête la programmation du cinématographe qui est relativement spécifique. Beaucoup de films de patrimoine, peu de sorties récentes, un travail un peu de rétrospective, ce qui fait que du coup, il y a dans notre offre de programmation qui est conséquente sur une année entière, il n'y a pas tant de films que ça qui sont concernés par les équipements audio-description et sous-titrage SME. On en est à quelques-uns par mois, les bons mois. Voilà. Comment communiquez-vous les informations d'accessibilité ? Alors elles sont communiquées elles sont repérées dans notre programme habituel, au même titre que les autres séances. Sur le site internet, elles sont un peu mises en avant. Et après, on a principalement un envoi de newsletters un peu dédié, avec un mailing dédié à la fois vers des structures qui vont être elles-mêmes le relais dans leur réseau des séances accessibles, et aussi vers des individuels amassés un peu au fur et à mesure des années, avec des spectateurs et des spectatrices réguliers maintenant sur l'audio-description par exemple. On a des gens qui viennent régulièrement. Et on a d'autres choses en projet. On a peut-être travaillé sur un serveur vocal interactif qui permettrait d'accéder aussi aux séances du mois qui soient accessibles. Et puis après, on a des outils un peu plus légers, comme dans le hall, on a un document, alors qui n'est pas en gros caractère, mais on a un document qui est en caractère agrandi qui va reprendre le programme pour les personnes qui ne voient pas très bien. On a aussi un support de présentation du cinéma en facile à lire et à comprendre pour expliquer ce que c'est que le cinématographe. On a une petite ribambelle, on va dire, d'outils complémentaires pour communiquer auprès des publics. Ouais. Comment se déroule l'organisation de séances dédiées au handicap sensoriel, comme celle du film Des signes qui blessent ? La séance de demain, en l'occurrence, donc avec des signes qui blessent, elle s'est faite à l'instar de beaucoup d'autres séances au cinématographe. En tout cas, d'un certain nombre de séances au cinématographe, c'est des sollicitations extérieures.
Donc voilà, il y a une partie de la programmation qui est assurée par la commission de programmation du cinématographe. Voilà, et après, on a un certain nombre de sollicitations, comme tous les cinémas, de partenaires plus ou moins proches. Donc là, en l'occurrence, demain, c'est une sollicitation à laquelle on a répondu de manière plutôt enthousiaste, puisque voilà, sur ce champ-là, on a assez peu de demandes. Qu'on avait eu une expérience assez chouette il y a quelques mois autour d'un film sur Alfredo Corrado, voilà, avec une salle qui était remplie de spectateurs, spectatrices qu'on ne voit pas d'habitude, des personnes sourdes, voilà, qui permettait aussi de faire vivre la salle différemment. Donc là, voilà, on a répondu à une sollicitation, on a regardé le film, on a échangé avec le réalisateur, etc. Enfin, c'est des choses qui se construisent en partenariat, puis en bonne intelligence. Pouvez-vous nous en dire plus sur la construction du nouveau cinéma ? Le cinématographe est sur un projet de déménagement sur un autre site depuis plusieurs années, parce que pour plusieurs raisons, le cinéma donc mono-écran, qui n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite à cause d'une double volée de marche, avec des sanitaires qui ne sont pas adaptés, un espace de travail qui est peu adapté pour les projectionnistes aussi, les autres salariés. Et également un mono-écran qui est à saturation, c'est-à-dire qu'on a des séances tous les jours, toute l'année, matin, après-midi, soir. Donc on a un taquet de développement, on va dire, en plus des questions d'accessibilité. Donc depuis plusieurs années, il y a un projet qui est enclenché avec la ville de Nantes sur un déménagement donc dans un nouveau lieu. Dans ce cadre-là, on a mené avec les associations du champ du handicap local un premier travail de concertation, on va dire, pour aller les chercher, dire on a l'ambition d'être un cinéma qui soit le plus accueillant possible. Comment on peut travailler ensemble et bénéficier de votre expertise d'usage que nous, on n'a pas. Voilà, on a l'expertise d'usage cinéma, mais pas l'expertise d'usage handicap, en tout cas. Et donc, on a fait ce travail de consultation, des réunions avec quelques associations. Et après, on a, donc, dès le début, dès l'établissement du programme du projet, et après, on les a associés à chaque étape de réunion avec l'architecte et la ville de Nantes pour qu'elles soient présentes, qu'elles puissent s'exprimer, avoir un regard sur ce qui était proposé, soit du point de vue architectural, mais aussi du point de vue très technique, très concret, sur des fois sur des choses qui semblent de l'ordre du détail, mais qui vont faire la différence entre la réglementation et le confort d'usage pour le futur équipement. Et donc c'est vrai qu'il y a eu, je pense une quarantaine de réunions, beaucoup de personnes impliquées, des allers-retours avec l'architecte, avec la ville. Quelque part, on a mené une espèce d'assistance à la maîtrise d'ouvrage spécialisée autour de l'accueil et de l'accessibilité en le faisant par nos propres moyens. Un grand merci au cinématographe de Nantes de nous avoir ouvert ses portes et partagé avec nous les coulisses de son fonctionnement. Et merci également à Simon et Julia. Alors que nous saluons l'engagement du cinématographe, nous pouvons tous aspirer à un avenir où l'accès au cinéma est une réalité pour chacun, sans exception, offrant à chacun la possibilité de profiter d'une sortie culturelle, un moment propice au partage et à l'échange. Cette vidéo a été réalisée par Louis Chevalier et Marie Ferreira pour l'association Cinescence.